Comment ça va là-haut? Ah, c'est la mort. T'as fait nous les combines avec les WhatsApp. Ils nous prennent pour des chiens. Non, moins que des chiens. Eux, pour leurs chiens, ils ont des cliniques, des soins de beauté, des concours d'élégance. Mais en prison, si tu touches un chien, Qu'est-ce qu'ils veulent alors? on oublie notre race, notre sang, nos coutumes. On disparaisse. Bonjour, nous interrompons notre programme suite à la dépêche qui vient de tomber. Aujourd'hui, une manifestation inhabituelle à Paris, celle de la communauté tzigane qui réclame la liberté du voyage et le droit au stationnement et plus profondément encore la reconnaissance de cette minorité nationale. Michel Perrot. On les appelle gitans, tziganes, manouches, voyageurs. Ils se sont tous retrouvés ce matin, groupes et communautés confondus, pour manifester à Paris, de la nation à la République. Jeunes voyageurs, une génération des luttes, un feuilleton radiophonique de Pierre-Yves Bulletot. Comme on peut l'écouter depuis lundi dans le Midi de Jet FM, certains jeunes voyageurs portent au quotidien la défense de leurs droits, cela en écho aux actions menées par l'Association départementale des gens du voyage citoyen de Loire-Atlantique. Et qu'il s'agisse des questions de logement, de santé, de travail, cette association se bat pour que les gens du voyage ne soient plus considérés par la majorité des Français comme des citoyens de seconde zone. Un combat de tous les instants contre la montée des tensions et des extrêmes qui font, une nouvelle fois, des voyageurs les boucs émissaires faciles des nombreuses crises que traverse notre société. Et justement, pour faire société commune, il faut commencer par faire mémoire commune. Alors toujours dans le cadre de cette série intitulée Jeunes voyageurs, une génération des luttes, nous ouvrons aujourd'hui une page sur l'histoire des tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement des camps d'internement des nomades dans les Pays de la Loire. Si l'on connaît mieux l'histoire du camp de Montreuil-Bellay en Anjou, peu de Ligériens connaissent celle du camp de Moidon-la-Rivière, situé entre Châteaubriand et Rennes. Le point tout de suite avec Christophe Sauvé, le secrétaire de la DGVC 44, et Émilie Jouan, historienne et auteure du livre « La concentration des nomades en Loire-Inférieure entre 1940 et 1942 ». Dans la France occupée de 1940, une ordonnance va viser directement les populations nomades. Elle demande aux autorités françaises d'interner hommes, femmes et enfants dans des camps. Des bâtiments sont réquisitionnés un peu partout en France, comme par exemple à Moidon-la-Rivière, entre Nantes et Rennes. Il y a une grande histoire, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui sont décédées qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui où ils sont. On n'a jamais su, en fait les femmes ont accouché sur place, les bébés sont morts, on n'a jamais su où ils ont été inhumés. Donc c'est aussi pour rappeler à tous les Français la misère qu'il y a eu ici pour les gens du voyage. Dans le camp de la Forge, plus de 200 personnes ont été regroupées dans des conditions très difficiles. Une exposition est présentée sur le site pour rappeler cette page sombre de l'histoire. Elle est là aussi pour rappeler que le passé fait parfois écho au présent. On a beaucoup parlé de Choiseul à Châteaubriand et on a souvent oublié de parler du camp d'internement aux Forges dont ont été internés les républicains espagnols et les gens du voyage, on disait les nomades. Nous avons fait tout un travail de recherche grâce à une jeune fille qui s'appelle Émilie Jouan, qui avait fait son mémoire d'histoire et qui a obtenu le prix Marcel Paul sur cette page d'histoire. Et à partir du mémoire d'Émilie Jouan, eh bien, on s'est dit mais pourquoi pas réaliser une exposition. Et l'exposition, elle a été réalisée par des jeunes, des lycées professionnels de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, avec des jeunes voyageurs, avec Émilie, des profs d'histoire, qui nous a aidé à réaliser cette exposition, puisqu'il y a très peu d'archives sur ce camp et surtout très peu de photos. Et puis cette année, nous avons été déposés à l'écomusée de Moidon-la-Rivière, cette expo qui sera fixe, qui sera sur place, qui va retracer cette page de l'histoire, mieux faire connaître aux touristes qui passent, parce qu'aujourd'hui, les sites est devenu un magnifique site touristique. Et donc là, les gens pourront découvrir ce qui s'est passé dans ce lieu-là. Bonjour, merci d'être venu. On se trouve ici donc sur le site des Forges de Moidon-la-Rivière, qui était un site industriel au 19e siècle, mais qui a aussi servi durant la Seconde Guerre mondiale de lieu d'internement. Alors, il avait déjà servi de lieu d'internement dans les années 30 pour interner les réfugiés espagnols. Et à partir du moment où la France entre en guerre en 1939, ce lieu va servir à interner des gens du voyage français, donc qui à l'époque étaient qualifiés de nomades, selon la loi de 1912, qui créait 3 catégories de population itinérantes, les marchands ambulants, les forains et les nomades. Et donc, lorsque la France entre en guerre, elle considère que les nomades sont des gens dangereux, puisqu'ils ont pour la plupart des noms à consonance allemande, et donc peuvent être vus comme de potentiels traîtres.
Et donc l'État français va ordonner d'abord leur concentration dans les villages. Donc les villages alentours, les obliger à rester concentrés dans ces villages, à ne pas pouvoir bouger, sauf en montrant un laissez-passer en fait aux autorités, aux forces de gendarmerie. Bon, la France perd ses batailles contre l'Allemagne. L'armistice est signé en juin 1940 et à partir de là, on entre dans une politique de collaboration avec les autorités allemandes. Et en octobre 1940, les autorités allemandes donnent l'ordre d'interner dans des camps tous les Eigener, tous les tziganes qui se trouvent sur le sol français. C'est au préfet et sous-préfet d'organiser cela. Et le camp va être ouvert donc le 7 novembre 1940. Et dès son ouverture, on a 200 personnes qui arrivent. Alors le seul aménagement qui a été fait, c'est de mettre des barbelés autour du camp, puisqu'on avait en fait des bâtiments qui tombaient en ruine, avec des ouvertures sans fenêtres. On les autorise au début à garder les roulottes, du moins ceux qui ont pu se déplacer avec leurs roulottes, et à vivre à l'intérieur. Et les autres vont devoir vivre dans ce bâtiment qui va servir d'immense dortoir, mais qui n'a pas été aménagé, je le répète, pour accueillir des populations. Très rapidement, le site va devenir insalubre, c'est-à-dire que ça va être recouvert de boue et de charbon, donc des conditions d'hygiène catastrophiques. À ça vont se rajouter les problèmes de ravitaillement alimentaire. Ce sont des internés qui sont pour la plupart de nationalité française, mais qui sont internés sur ordre allemand. Et en réalité, les autorités françaises et les autorités allemandes vont rendre l'autre responsable en disant à chaque fois que ce n'est pas à eux de payer les frais de gestion de ces populations, etc. On va laisser en fait les gens vivre dans des conditions très très difficiles en leur fournissant le minimum de ravitaillement alimentaire, dans des conditions de froid extrême et de boue, puisqu'il y a l'humidité. Dès janvier 1941, donc au bout de 2 mois, il y a une dizaine d'enfants qui sont malades et décédés du fait des conditions de vie. Il y a une infirmière qui est présente au camp, qui travaille dans le camp pour s'occuper de ses enfants, mais qui est vite débordée devant l'ampleur de la tâche. À côté de ça, on a un médecin, donc le médecin du village, qui vient 1 fois par semaine faire des visites pour voir ce qu'il en est, mais qui très rapidement est lui aussi débordé devant l'ampleur de la tâche. Et on interdit en fait aux gens qui sont internés de recourir à d'autres médecins qui se trouveraient en extérieur et d'envoyer donc leurs enfants se faire soigner ailleurs. Et du coup, ça entraîne des décès dont on rend en plus responsables les parents en disant que c'est eux qui refusent de montrer les enfants aux médecins. Et on est face à une pénurie en termes de vêtements qui devient catastrophique, à tel point qu'une personne de la Croix-Rouge va venir en décembre 1941 et va constater que les enfants sont dehors, en haillons, pieds nus, n'ont rien à se mettre sur eux, que les maladies circulent, donc les poux, etc., donc les maladies liées au manque d'hygiène, mais aussi des maladies liées à une mauvaise alimentation, qui entraîne par exemple de la dysenterie, c'est-à-dire une diarrhée très aiguë qui peut entraîner la mort, parce que justement on ne mange pas comme il faut sur le site. Et les autorités françaises essayent de trouver des solutions. La première solution qui est envisagée, c'est de libérer un maximum de personnes, mais il faut répondre à certaines conditions. Ces conditions, c'est d'avoir un travail à l'extérieur, d'avoir un logement fixe à l'extérieur, et une famille qui peut attester que cette famille va effectivement avoir un travail et un logement fixe. Donc on arrive à libérer un certain nombre d'adultes en utilisant cette pratique, mais c'est pas suffisant. En décembre et janvier, on a à nouveau un hiver très rude, très froid, avec la neige, la pluie. Donc à nouveau le site se transforme en un lac de boue et les maladies continuent de se transmettre. Et puis les autorités françaises vont prendre la décision, en partenariat avec les autorités allemandes, de faire des camps spécifiques, c'est-à-dire de réunir cette fois les gens dans des camps qui seront adaptés à leurs conditions d'internement. Donc on va avoir les camps juifs qui vont ouvrir, des camps nomades qui vont ouvrir, des camps politiques, et on va aussi séparer dorénavant les hommes et les femmes de plus en plus. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, les populations du site vont quitter le camp de Moidon-la-Rivière jusqu'à sa fermeture définitive, donc en mai 1942. Mais ça ne veut pas dire en mai 1942 que toutes les populations ont été libérées. Seulement un tiers a obtenu sa libération. Les 2 tiers restants ont seulement été envoyés dans d'autres camps. Donc ils vont d'abord aller dans la Sarthe, dans un camp qui s'appelait Mulsanne. Ensuite, ils iront dans un camp qui se trouve donc à Montreuil-Bellay. Et puis les plus malchanceux d'entre eux continueront d'aller dans un autre camp qui s'appelle Jargeau. Donc Jargeau, c'est le dernier camp à fermer ses portes. Il ferme ses portes en juin 1946.
Donc 2 ans après le débarquement et 1 an après la signature de l'armistice française. Donc ça pose notamment la question de la responsabilité de chacun dans cet internement, puisque on a continué d'interner des populations françaises sur ordre allemand 1 an après la fin de la guerre. Selon les historiens, de 6 000 à 6 500 tziganes français ont été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'actuellement, les internés qui ont été internés sur motif nomade en France ont la reconnaissance d'un internement politique. Ce qui est quand même assez grave. C'est pas des gens qui ont été internés sur motif politique, c'est pas leurs idées qui ont entraîné leur internement, hein, c'est bien leur statut aux yeux de la loi française et un statut racial donné par les autorités allemandes. Autre problème, effectivement, vous faites bien de le dire, c'est que pendant très longtemps, les gens du voyage n'en ont pas parlé du tout. C'était vraiment tabou. Même dans les familles, on ne le savait pas. Hein. Donc, ça a un peu facilité la mise à l'oubli de cette histoire. Hein. Je suis persuadée qu'on ne peut pas construire un pays avec des valeurs communes si on n'a pas mis à plat nos mémoires et essayé justement de créer une mémoire commune. Pour le moment, il y a des mémoires qui existent, hein, qui se font entendre. Il serait peut-être temps qu'on arrive à faire enfin une mémoire unique de cette Seconde Guerre mondiale et reconnaître qu'il y a eu des victimes de diverses origines et pour différents motifs de ce conflit. Et pas en oublier justement sur le bord de la route, quoi. Essayer de vraiment intégrer tout le monde dans cette histoire pour pouvoir enfin avancer justement de manière commune aussi. Pas reproduire les mêmes erreurs, hein, on le voit, il y a quand même une montée actuellement des tensions par rapport à certains groupes et à nouveau contre les gens du voyage. Et donc, peut-être que mieux connaître l'histoire et essayer d'accepter cet phénomène permettrait de ne pas avoir ce genre de soucis actuellement. C'était Jeunes Voyageurs, une génération d'élite, 4e épisode de ce feuilleton radiophonique réalisé par Pierre-Yves Bultot. Alors aujourd'hui, pas de programmation musicale, mais des archives sonores, notamment extraites d'un reportage de France 3 Pays de la Loire, reportage de Dominique Lemay et Christophe Amouriot, diffusé le 20 octobre 2013, ainsi qu'un entretien tiré de l'émission Ressources urbaines, diffusée sur Jet FM le 22 janvier 2014. Pour cet épisode, je tiens particulièrement à remercier Jennifer Traoré et Florian Vélin, d'Air 38, une structure culturelle du côté du boulevard Gustave Roch à Nantes.